Cher Laurent, nous allons faire un petit tour à Ferrières-sur-Sichon, à C'est bien ça. Glozelle, même plus précisément. C'est un lieu-dit, Glozelle, qui est sur la commune de Ferrières-sur-Sichon. Et là, niche un musée qui s'appelle le musée de Glozelle et qui a toute une belle histoire. Pour nous en parler, c'est Jean-Claude Fradin, notre invité. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes président de l'association du musée de Glozelle, Tout à fait. mais pas que, puisque vous faites partie de la famille, et on va y revenir, de la personne qui a découvert, voilà, qui a fait que ce musée existe. La découverte a été effectuée par mon père Émile, qui ce jour-là labourait un champ en pente avec son père Antoine et son grand-père Claude. Les trois hommes menaient l'attelage quand la voûte d'une tombe s'est effondrée sous le poids d'une bête. Ne nous en dites pas plus, vous voyez comme la belle histoire commence. Et elle continue sur France Bleu. On vous racontera ça comme personne. C'est Pascal Obispo. Avec Laurent, nous sommes avec Jean-Claude Fradin, qui est président de l'association du musée de Glozelle à Ferrières-sur-Sichon et qui est aussi le petit-fils le fils de l'agriculteur qui a fait cette découverte. On est en 1924. On est le 1er mars 1924. Et donc, il y a... Vous savez la date exacte. Oui. C'est un mardi, il pleuvait, non? Et il y a pile poil 100 ans. D'accord. Pile poil. Enfin, Non, pas non, tout à oui, fait. à peu près. Il faisait beau ce jour-là. Ah, il faisait beau. Et en plus, il faisait beau ce jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à l'entendre avec vous, Jean-Claude. Donc, ils sont en train de labourer le champ. Voilà. Et la voûte d'une tombe s'effondre sous le poids d'une bête. La bête s'appelle Florence. Et mon père a toujours dit, ce n'est pas moi qui ai découvert Glozelle, mais c'est Florence. C'est Florence. ma vache. Comment va Florence? Elle est morte, j'imagine, depuis. Mais... Non, la pauvre. Florence n'est plus là. Mais la bête ne s'est pas fait mal. Il a fallu la Voilà, c'était retirer ça, mon de inquiétude. ce mauvais pas. Et le trou effectué a permis d'exhumer un crâne, Ouais. une poterie, enfin quelques objets. Et les trois hommes qui se trouvaient là ont pensé qu'ils avaient découvert un trésor. Donc les premières poteries qu'ils ont retirées, ils les ont cassées pour voir s'il y avait quelque chose Des choses à l'intérieur. Et puis... Puis ben non, Non, il Non, il n'y n'y avait pas de lingots, pas de pièces il n'y d'or. avait pas de lingots, Non. il n'y avait pas de louis d'or. L'information s'est répandue dans le village. C'est fréquent à la campagne sûr. quand même. L'institutrice a été avertie et elle a signalé cette découverte à son inspecteur d'académie, conformément aux directives qu'elle avait reçues. Enfin bon, l'inspecteur d'académie a délégué quelqu'un pour venir voir ce qu'il se passait. Ce quelqu'un a plus ou moins détruit la structure qui avait été mise en évidence et il repartait un petit peu avec les objets découverts avec son petit panier. Et la société d'émulation du Bourbonnais a été mise au courant. Elle n'a pas voulu pratiquer des fouilles, estimant que les objets découverts étaient probablement du gallo-romain et que le gallo-romain dans la région de Vichy... Oui, c'est là. En fait, ils répondent à votre père à l'époque. Ils disent, bon, vous savez, les vestiges de l'Antiquité, il en existe partout, pas plus chez vous qu'ailleurs. Et du coup, que le mieux qu'il avait à faire, c'était d'aller cultiver son champ et de laisser les gens tranquilles. Ah oui, ce qu'il voulait faire, puisque c'est un terrain très en pente, et là, il voulait mettre de l'avoine ou des pommes de terre, C'est ça. de telle façon à ce que le champ soit vraiment défriché pour en faire un lieu de pacage pour les bêtes. Mais quand même, l'histoire ne s'est pas tout à fait arrêtée là, d'où l'histoire du musée aujourd'hui, puisque il y a eu donc Émile et il y a eu la perspicacité d'un certain docteur. Voilà. Aussi, le docteur Morlet. Voilà, ce docteur Morlet était un membre de la société d'émulation du Bourbonnais et averti par les publications qui faisaient mention de cette découverte, il est venu à Glozelle en disant « Mais ce n'est pas du gallo-romain, moi, cela m'intéresse ». Et parce qu'il était passionné d'archéologie. Et on va continuer à en parler parce que du coup, il y a comme toute une histoire qui a défrayé la chronique quant à la datation des fameux objets. Et donc, c'est intéressant. Mais dites-moi, c'est pire qu'un épisode d'une plateforme vidéo vous nous faites ce matin. C'est ça, Tout à fait. exactement. Stéphane sur France Bleu, ma chérie.
Notre invité aujourd'hui, Laurent, c'est Jean-Claude Fradin, président de cette association du musée de Glauzelles à Ferrières-sur-Sichon, où vous fûtes il y a quelques années. Oui, mais... oui, on a fait un reportage là-bas dans le cadre du baladeur de l'été, tout à fait. C'est loin, hein. Justement, c'est de l'archéologie. En fait, à l'époque, j'avais pas de cheveux blancs. J'étais jeune et fringant. Maintenant, je suis vieux et plissé. Vous mériterez presque d'être... Ils ont mis une photo de moi, justement. Voilà, ici, un il fut buste. passé Laurent Boucry. Un buste de Laurent Souvenez-vous, Boucry. c'était avant JC. Alors, Jacques Chirac. non, pas assez vieux, puisqu'en effet, et là on en vient à cette histoire de datation de tous ces objets qui sont découverts. Donc on le rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent, ce champ qui est labouré, il y a des découvertes. Là, on dit un peu à votre père, oui, viens pas m'embêter avec tes antiquités. Et puis, je résume. Et puis, il y a ce docteur Morlet qui est un archéologue, qui est passionné d'archéologie, qui là va intervenir quand même. Voilà, il intervient en 1925. Il passe un accord avec la famille Fradin. À lui, le fait de pouvoir pratiquer les fouilles, d'exposer les objets, et tous les objets restent à Glauzelles pour la famille Fradin. C'est lui qui sera à l'initiative du premier musée qui sera ouvert en 1926 dans une pièce de la ferme. La pièce devenant trop exiguë, le musée, il y aura une construction nouvelle pour ériger un nouveau musée. Et ce nouveau musée, c'est toujours le musée actuel. C'est le musée actuel. Trop petit pour contenir les 2500 pièces qui se trouvent dans ce musée. Mais bon, peut-être un jour aurons-nous un mécène. Mais 2500 pièces qui ont été trouvées suite à ces fouilles-là, 2500 ça a pièces. pu prendre du temps. Oui, les fouilles ont été menées par Mais à plusieurs reprises, par le par contre, docteur hein. Morlet, de 1925 jusqu'au milieu des années 30. D'accord. Ensuite, les fouilles n'ont plus été autorisées dans la mesure où une loi de 1941, la loi Carcopino, stipulait que le sous-sol appartient à l'État. Alors, si la famille Fradin est propriétaire du sol, elle n'est pas propriétaire du sous-sol. Des objets. Mais ne me demandez là, pas en l'occurrence. à combien de centimètres Non, pas prévu, non. Alors, le sous-sol. il y a quand même une histoire incroyable puisque votre père a été accusé, entre guillemets, d'être un faussaire finalement, puisque personne n'arrivait à dater les objets qui avaient été trouvés. Et on a même appelé ça l'affaire Dreyfus de l'archéologie. Non. Si. Alors, les datations, il n'en était pas question dans les années 20 et 30, mais effectivement, des sommités sont venues à Glauzelles, sommités du monde de l'archéologie, de la préhistoire. Je pense entre autres à l'abbé Breuil, le pape de la préhistoire, qui a été pour Glauzelles jusqu'en 1926 et qui en 1926 a retourné sa soutane, si je puis dire. Tout simplement parce que C'était une soutane réversible. il avait tendance à vouloir s'approprier la découverte, alors que c'était Morlet qui pratiquait des fouilles. Et il y a eu conflit entre les deux hommes. Et à partir de ce moment-là, il a dit... Et pourquoi autant de rebondissements? Qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Quel était l'intérêt de tous ces gens à vouloir s'approprier une découverte? C'était juste pour entrer dans l'histoire? C'était une guerre d'ego, j'imagine? Je pense que la découverte menée par Morlet, qui était docteur en médecine, mais oui, il n'était pas archéologue de métier. Voilà, qui était passionné d'archéologie, il ne faisait pas partie du sérail, il ne faisait pas partie des officiels. Et il avait un caractère bien trempé qui a fait qu'il a rencontré des opposants. Et il a cependant mené les fouilles en autorisant la plupart des archéologues de l'époque de venir à Glauzelles et de pratiquer eux-mêmes des fouilles. Ce qui a provoqué le gros problème à Glauzelles, c'est que Morlet a interprété le fait qu'il y ait des signes sur sur beaucoup d'objets, qu'ils soient en terre cuite, en os ou en pierre. Il a interprété cela comme étant peut-être la première écriture devançant l'écriture qui nous provient de l'Orient. Donc, querelle. Mais oui, venant de quelqu'un qui n'était pas archéologue. Voilà. Oui, d'accord. Ah oui, alors, je comprends. vous imaginez le branle-bas de combat. On poursuit ce crépage de chignon juste Oui. après Bette Davis Eyes, ce titre de Kim Carnes.
Avec Laurent et notre invité Jean-Claude Fradin, on vous a raconté une belle histoire ce matin. Une belle histoire avec ce musée de Glozelle qui a fêté donc le 1er mars 2024 ses 100 ans. On a parlé de cette bataille, cette guerre de clochers, plus ou moins, guerre d'ego, c'est un peu ça. Et on rappelle quand même que les premiers objets ont été trouvés par Florence Lavache. Et le musée présente maintenant plus de 2500 pièces, je crois. Voilà, le musée présente plus de 2500 pièces, objets en terre cuite, objets en os, objets en pierre. Et quelle période? Alors, la période, c'est très complexe. C'est ça la nébulosité. C'est très complexe parce que... Néolithique, paléolithique. Alors, les premières conclusions des gens qui ont travaillé à Glozelle, c'était de rattacher Glozelle au paléolithique, voire au néolithique, puisqu'il y avait des objets en terre cuite. Mais avec la présence de signes sur certains objets, voilà, qui nous ramenaient dans la période historique. Ou alors, il aurait existé, ou il existerait une écriture en préhistoire, ce qui est encore à démontrer. Avec les datations qui ont été effectuées dans les années 70 sur des objets en terre cuite, on a des datations pour certains objets qui iraient de 3000 à 2000 à partir de maintenant, ce qui nous rapproche énormément de l'Antiquité, de la période de l'Antiquité. Oui, on est à moins 1000, quoi, à peu près. Ou de Jésus-Christ, si je puis dire. Et puis, certains objets, eux, ont été datés de beaucoup plus vieux, si je puis dire, de 17 000, de 15 000 à 17 000 ans. D'accord. Mais tout cela reste à confirmer et il y a des accords entre les spécialistes. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'entre les premières datations et les datations qui ont été faites un petit peu plus tard dans les années 80, les techniques d'analyse n'étaient pas les mêmes. Donc, on a pu quand même préciser un petit peu. Mais alors, vous, j'ai ouï dire que vous aviez fait le choix de ne pas trop décider d'une datation. Absolument. Quand on visite. Comme ça évite toutes l'énigme est toujours là. L'énigme est toujours là. Et je pense qu'il faudrait des travaux supplémentaires, d'autant plus que certaines datations peuvent être absolument remises en cause. Par exemple, la datation par thermoluminescence, si l'objet a été réchauffé par une quelconque méthode, il est ramené à 0. Donc, on ne peut pas se fier vraiment à ces datations premières. Il faudrait dater des objets fraîchement exhumés, autrement dit, réouvrir des fouilles. On peut découvrir bien sûr des sculptures animales, des tablettes à inscription au sein du musée de Glozelle. Quels sont les jours horaires d'ouverture pour cette période estivale? Alors pour la période estivale, les jours d'ouverture, c'est essentiellement le dimanche après-midi de 14h à 18h. Et puis, ils sont signalés toutes les ouvertures par Internet et par la messagerie téléphonique, selon les demandes de visite de groupe, car ces jours-là, le musée est ouvert aux visiteurs individuels. Et votre papa, avant, il ouvrait le musée tous les jours et il habitait sur place. Il habitait sur place, c'était pas la même chose. Et aujourd'hui, pour vous, vous êtes le président de l'association, donc vous avez monté une association pour le faire perdurer, ce musée. Mais bon, vous pouvez pas y être tous les jours, quoi. Voilà. Mais notre objectif, c'est bien effectivement de continuer une ouverture au public. Le musée est une structure très particulière. C'est un musée privé. D'accord. Site archéologique de la montagne bourbonnaise. On retrouve tout bien sûr sur Internet en tapant Glozelle, Glozzel. ZEL. Et sur notre site Internet, muséedeglozelle.org. Il y a des bijoux en os. Pas mal, ça. En os de Florence, peut-être. En os de Florence, la pauvre. La pauvre me... Il y a un magnifique collier de perles gravées. Enfin, il y a des choses vraiment à voir qui sont très étonnantes. Je note des statuettes en os représentant un chasseur, un homme et une femme. Il y a 3 représentations humaines. Effectivement, le dit chasseur qui fait une dizaine de centimètres, une tête d'homme, une tête de femme. Mais la plupart des sculptures, ce sont des sculptures animales. Tout ça à découvrir au musée de Glozelle, du côté de Ferrières-sur-Sichon. Merci beaucoup d'avoir été dans notre compagnie. Merci d'être venu, Jean-Claude Fradin. Ça vous fait une petite trotte. Il fait beau, ça va. On n'a pas eu de pluie sur la route.